Je suis Maude et tu écoutes l'épisode 58 du podcast S'élever en même temps que son enfant. Dans l'épisode d'aujourd'hui, je reçois Gaëlle Baldassari, fondatrice du mouvement Kiffe ton cycle, et on parle aujourd'hui de comment utiliser le cycle menstruel pour mieux se connaître et mieux vivre sa parentalité. Salut et bienvenue sur le podcast S'élever en même temps que son enfant. Je suis Maude, coach certifiée chez Mercredi, mais surtout maman de 3 enfants. Sur ce podcast, je t'aide à conjuguer la bienveillance avec la réalité de ton quotidien de maman. Utiliser ton choix d'une parentalité bienveillante comme un accélérateur de ton propre développement personnel. T'aider à changer de regard sur les situations que tu vis avec ton enfant pour t'en servir, pour grandir et apprendre sur toi. Hey, coucou, je suis contente de te retrouver. Aujourd'hui est un épisode un petit peu spécial, c'est un épisode interview, c'est un nouveau format que je vais essayer de déployer sur le podcast. Et pour cette première interview, j'ai la joie de recevoir aujourd'hui Gaëlle Baldassari. Alors Gaëlle, elle est fondatrice du mouvement Kiffe ton cycle. Kiffe ton cycle, ce sont des livres, un site, des programmes et des sommets qui sont destinés aux femmes pour se réconcilier avec nos cycles menstruels. Alors, si tu es un homme, si tu es un papa, ne pars pas en courant, parce que de un, peut-être que ça te donnera quelques éléments pour mieux connaître ta compagne, mais deuxièmement, sache que tu es un être humain, donc toi aussi, tu es cyclique. Donc il y a peut-être quelques pépites que tu peux prendre à droite et à gauche. Je ferme cette parenthèse. Bref, Gaëlle, elle a pour mission de vie bien de nous apprendre à enfin nous connaître, à connaître notre corps, son fonctionnement et en faire un allié et non plus se battre contre lui. Alors avant de te laisser écouter l'épisode que j'ai enregistré avec Gaëlle, je vais t'expliquer un petit peu comment j'ai découvert Gaëlle et son travail. En fait, quand je me suis lancée en tant que coach parental, j'ai commencé à me former, à lire, écouter aussi beaucoup de contenu, pour gagner en productivité, parce que j'étais mon propre patron. C'est là que j'ai découvert le travail de Gaëlle et Kiffe ton cycle. J'ai dévoré son livre, je te le recommande et tu auras le lien en description de l'épisode, parce qu'il m'a vraiment appris finalement à utiliser mes cycles à mon avantage et à gagner en productivité, apprendre à m'écouter, me respecter pour finalement avancer intelligemment dans mon travail en utilisant mon corps et ses niveaux d'énergie fluctuants. Et je me suis rendu compte, naturellement, que je transposais ce que j'avais appris avec Kiffe ton cycle, dans mon quotidien de maman. Voilà pourquoi je suis très heureuse aujourd'hui de recevoir Gaëlle pour parler du cycle féminin, de connaissance de soi et surtout comment utiliser toutes ces nouvelles prises de conscience pour que tu puisses te faciliter la vie en tant que maman. Dans cette optique, sache que je te propose également de télécharger gratuitement un petit bonus que tu trouveras le lien en description qui te permettra de prendre connaissance de tes différents niveaux d'énergie, comment tu vis tes émotions en fonction de ton moment de ton cycle. C'est un petit tracker, un peu comme un bullet journal que tu trouveras en description à télécharger pour pouvoir aller plus loin suite à cet épisode. Maintenant que ça c'est dit, je te laisse avec mon échange avec Gaëlle. Bonne écoute! Bonjour Gaëlle et merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation de venir sur le podcast S'élever en même temps que son enfant. Merci beaucoup. Ce que j'ai envie de faire pour débuter, si tu es OK, c'est te permettre de te présenter pour celles et ceux qui peut-être ne te connaissent pas, que tu puisses un petit peu présenter qui tu es et ton travail. Bonjour Maud et bonjour à vous qui nous écoutez. Déjà, merci beaucoup de m'inviter, ça me fait super plaisir. Alors, je suis Gaëlle Baldassari, je suis la créatrice de Kiffe ton cycle. La baseline de Kiffe ton cycle, ce qui est juste en dessous du logo, c'est Osons le bien-être menstruel. Le but est de dire qu'on nous a peut-être servi une information que le cycle menstruel c'était un problème ou c'était soit quelque chose qu'il fallait ignorer, soit un problème. Et nous, on a décidé à Kiffe ton cycle de dire mais non, en fait, c'est une chance. C'est quelque chose qu'on a intérêt à connaître et c'est surtout quelque chose avec lequel on a intérêt à se sentir bien. Et comme il y a 80% des personnes menstruées qui vivent des désagréments, le but de Kiffe ton cycle, c'est aussi de permettre de réaliser qu'il est possible
de ne pas les vivre et de rééquilibrer les choses. Mais tellement, mais tellement. Ça fait partie de nous, donc autant en faire un allié plutôt que de subir les choses. Il y a bien assez de choses comme ça qu'on subit, donc autant utiliser notre corps pour nous aider, en fait. Clairement. Ce que j'ai bien aimé, moi, en fait, dans ton approche, quand j'ai lu ton livre et j'ai écouté plusieurs de tes interviews où tu étais intervenue, c'est vraiment que tu as cette volonté de vouloir faire en sorte de sortir de cette injonction où on doit être lisse et en permanence dans le même mood, dans le même niveau d'énergie, alors que l'on soit homme ou femme d'ailleurs, enfin voilà, c'est pas qu'une question de cycle féminin, et ben on est des êtres cycliques et que du coup effectivement ça a vraiment accepté et j'ai envie de dire vulgariser cette information-là, enfin voilà, faire en sorte de sortir de cette injonction. Et ça, je trouve ça vraiment hyper intéressant. Je trouve que cette injonction à la linéarité, moi, elle m'a fait terriblement pleurer. Elle m'a fait, étant ado, penser que je serais jamais compétente dans le monde des adultes. Je me voyais fluctuer, je me voyais changer, et je voyais ma maman toujours égale à elle-même et je me disais: «Mais je suis incapable de ça» et vraiment, j'avais cette sensation d'incapacité et c'est très tardivement que j'ai réalisé et donc après, ce que j'ai fait, c'est me couler dans le moule en me restreignant, de tous côtés. Et puis à un moment, ça a explosé. Et il y a un peu de ça dans ce que j'essaye de transmettre aujourd'hui, c'est dire, mais c'est l'incapacité à la linéarité, elle est normale. Et ce qui est anormal, c'est de considérer que on doit être toujours la même, du réveil au soir, en été, en hiver, tout au long de notre cycle menstruel. C'est ça qui, pour moi, est anormal, effectivement, et qui est à réhabiliter, quoi. Ah oui, mais tellement, en fait, ça résonne énormément ce que tu dis parce que je sais que une des interviews que j'avais écoutées de toi où tu parlais justement du burn-out, tu étais passée par là. Et moi, je viens d'une lignée féminine qui n'écoute pas son corps, qui subit l'injonction. Mes grands-parents étaient agriculteurs, donc fallait donner tout le temps en permanence. Et bizarrement, ça a enchaîné les dépressions dans ma lignée. Et je vois vraiment ça. Et moi, j'ai commencé aussi j'ai fait cet épisode de dépression aussi. Et plus ça allait, plus je me suis rendu compte que la cadence des cycles, donc ma grand-mère, c'était au moment de la retraite, ma maman, c'était vers la quarantaine, dans la bonne quarantaine. Moi, je commençais tout juste ma vie professionnelle que j'ai commencé, je dis, oula, si ça s'accélère, c'est pas bon, je veux pas que ma fille subisse ça non plus. Et pour moi, c'est vraiment ça, c'est vraiment la résultante de cette coupure qu'on a de notre corps, de s'imposer, comme tu dis, de rentrer dans un moule. Et non, c'est un prix beaucoup trop cher à payer. Et c'est un message faux qu'on envoie, justement, en plus à nos enfants. Tu dis que tu voyais ta mère égale à elle-même en permanence. Moi, c'est pareil, j'ai grandi avec cette image. Ma mère faisait énormément d'efforts, prenait tellement sur elle que je ne voyais pas. Pour moi, c'était la mère parfaite. Et quand j'ai débuté, j'étais même pas encore mère. Je me suis rendu compte, punaise, mais je fais pas le quart de ce qu'elle parvient à faire. Mais je suis une sous-merde. Donc non. Ouais, rétablissons un peu la vérité et acceptons en fait toutes ces. Moi, j'aime bien dire le parfaitement imparfait. C'est un peu mon leitmotiv. Et acceptons tout ça et j'espère que notre échange va pouvoir permettre aussi de donner quelques pistes supplémentaires pour accepter cette imperfection et ce cycle que l'on peut vivre en permanence au cours de la journée, des saisons, nous en tant que de femmes, les cycles hormonaux, tant qu'à faire. Et du coup, j'aimerais bien, si tu es OK, si tu veux bien nous repartager un petit peu ta vision du cycle menstruel. Je sais que tu en as fait un acronyme facile à retenir et qui permet de voir que notre cycle, il est composé de phases. On ne les vit pas toutes de la même façon. L'aspect changeant, de toute façon, existe. Et j'aimerais bien, si tu es OK, que tu nous le partages. Avec grand plaisir. C'est juste, je reviens sur ce que tu as dit avant. Tu as dit Oui. qu'il fallait accepter l'imperfection et en fait, j'arrive pas à être en accord avec ça parce que pour moi, la perfection se situe dans quelque chose de cyclique. C'est-à-dire qu'il y a dans ce processus cyclique une telle perfection, on va l'explorer ensemble, mais un tel degré de finesse dans la réalisation des choses que pour moi, la linéarité est la parfaite illusion de la perfection qui est fausse.
Mais vraiment, j'ai cette sensation, je me dis aujourd'hui, mais la linéarité, c'est vraiment, tu sais, pour moi, c'est le plateau. Et tu sais, quand les moutons tombent de la falaise, quand un loup leur court après. Mais pour moi, la linéarité, c'est ce plateau où, en fait, à un moment, on finit par arriver au bord et puis par se rendre compte et à tomber. Et Et trop peur. c'est ça la linéarité, selon moi. Alors qu'au contraire, dans la perfection de la cyclicité, il y a un mouvement infini qui ne s'arrête jamais de cette manière-là, en tout cas. Et Donc voilà, perpétuel. Mmh. c'est c'est important pour moi de dire que pour moi, la vision aujourd'hui que j'ai, qui n'était pas celle d'avant, hein, qu'on soit bien d'accord, de la perfection, c'est la cyclicité parce que justement, elle permet d'avoir et des zones de ressourcement et des zones d'accélération et que selon moi, c'est la vie en fait. Complètement. Ah, je te rejoins complètement dessus. Alors pour, comment je présente le cycle? Bah, déjà, j'ai envie de poser 2 choses qui sont super importantes parce qu'on les a souvent pas en tête quand on parle de cycle menstruel. La première chose, c'est que tous les êtres humains sur cette terre viennent de ce phénomène. Parce qu'on dit souvent: «Ah, c'est un truc de filles, tout ça». Non, mais en fait, 100% des personnes nées sur cette terre sont issues du phénomène qui est le cycle menstruel. Donc déjà, ça concerne absolument tout le monde Mmh. et je pense que c'est important de le rappeler parce que de le réduire à un truc de nana, c'est oublier que c'est surtout un truc de l'humanité et que c'est le berceau de l'humanité qui vit dans ce cycle menstruel. Voilà, déjà, Totalement. première chose. La deuxième chose, c'est de se souvenir que ce cycle menstruel, on va en vivre à peu près 500 dans notre vie. Voilà. Donc ça serait quand même pas mal qu'on puisse l'accepter. De préférence, en tout cas, en tout cas le comprendre. Voilà, c'est pas un phénomène anodin. C'est un peu comme si on nous disait: «Oh non, dormir, c'est pas aucun intérêt». Bon, il y en a qui le pensent, hein, mais voilà, ça va nous arriver de nombreuses fois dans notre vie. Mmh. Et donc, bah, c'est intéressant effectivement de comprendre comment il se présente à nous. Alors moi, j'aime bien dire que le cycle menstruel, il fonctionne un peu comme une vague. Parce qu'à une vague succède une autre vague, succède une autre vague, que parfois c'est des petites vaguelettes et parfois c'est des tsunamis. Et que certaines vont toute leur vie vivre des petites vaguelettes, d'autres vont toute leur vie menstruée vivre des tsunamis, et d'autres vont osciller entre les deux en fonction de leur vie, de ce qui se passe, etc. Et cette vague, elle va nous traverser un petit peu comme une vague d'énergie qui nous traverse. Et c'est vrai que la société a tendance à nous dire le meilleur moyen, c'est de faire comme si de rien n'était. Donc, on se prend la vague sur la tête, un peu comme si on était au bord de la plage en été. Et puis, alors bon, celles qui ont une petite vaguelette, elles le regardent à leurs pieds, disent oh, c'est pas très grave. Et puis les autres, eh ben, c'est débrouille-toi comme tu peux, reprends ta respiration comme tu peux entre deux vagues. De toute manière, on ne veut pas le savoir. De préférence, tu te tais. S'il te Donc, plaît, lâche-le bien. voilà, donc se faire bousculer tous les mois par une vague, devoir ne rien dire et faire comme si de rien n'était, ça c'est la proposition classique de la société. Si la vague est trop violente ou qu'on a envie de l'arrêter pour une raison ou une autre, il y a une autre proposition qui est la pilule magique. Allez hop, on prend la pilule, on arrête le cycle et comme ça va régler tous les problèmes. Ce qui est faux, hein, je le dis. Spoiler alerte, je l'ai dit. La pilule ne règle pas systématiquement tous les problèmes, même si elle peut parfois être aidante. Et puis, bah, il y a la troisième proposition, et c'est celle que moi je propose aujourd'hui dans Kiffe ton cycle, c'est d'apprendre à surfer cette vague. Que ce soit une petite vaguelette ou que ce soit un très gros tsunami, c'est d'apprendre à utiliser cette énergie à notre service. Et pour ça, effectivement, c'est super intéressant de comprendre bah, par quoi elle nous fait passer cette vague, de quoi elle se compose. Et elle se compose de différents cocktails hormonaux. Ces cocktails hormonaux vont nous mettre dans des différentes énergies, donc humeur, énergie changeante tout au long du cycle, en lien avec le cocktail hormonal du moment où on le vit. Parce qu'on va avoir des hormones qui vont plutôt fonctionner comme des pédales d'accélérateur et d'autres qui vont plutôt fonctionner comme des pédales de frein. Et donc ce mix-là bah, nous traverse tout au long du cycle menstruel. Pour présenter les 4 phases du cycle menstruel, effectivement, j'utilise le mot surf. Alors, j'utilise en fait 2 visualisations possibles. L'acronyme dont on va parler ensemble, parce qu'il est peut-être un peu plus simple, Mmh. et puis les positions qu'on prend sur notre planche tout au long du cycle menstruel. Mais c'est vrai que là, comme on va faire assez rapide, on va partir sur l'acronyme. Et donc, on a 4 lettres dans le mot surf. SURF, et, et donc on passe par 4 énergies tout au long du cycle. Alors là, je fais une grande caricature des choses, hein. Bien sûr que c'est plus subtil, mais ça permet déjà de planter la graine Mmh. de qu'est-ce qui peut se passer. Alors, le cycle menstruel, il commence le premier jour de nos règles, mais le mot surf va commencer quelques jours après nos règles, c'est-à-dire au moment où on sent l'énergie qui remonte après les règles. Et donc, ça va être la période folliculaire,
le moment où les œstrogènes sont à la manœuvre. Les œstrogènes, ils fonctionnent un petit peu comme la pédale d'accélérateur du corps. Et donc, on va appuyer sur cette pédale d'accélérateur et on va être dans le S du mot surf, le S de Superwoman. Voilà. Alors celle-là, je pense qu'on l'a toutes. Ouais, d'accord. C'est la version to-do list, la version je coche tout à une vitesse grand V, tout va bien, je fais, j'agis, voilà, j'ai 40 bras qui me sortent du corps et je suis capable de faire plein de trucs. Et oui, parce que les œstrogènes nous mettent dans cette énergie de l'action. Et puis ensuite, on va arriver dans la zone de l'ovulation. La zone de l'ovulation, on va avoir un pic d'œstrogène, mais on va surtout avoir un petit boost de testostérone. Et cette testostérone, elle va fonctionner un petit peu comme un coach qui va nous dire « Allez, go, vas-y, fonce, va voir les gens, etc. » et qui nous donne beaucoup de confiance en nous. Et donc, dans cette période de l'ovulation, on va se retrouver à pouvoir interagir positivement avec notre entourage, à vouloir nourrir les relations grâce à ce boost de testostérone. Le corps est pas idiot, en fait, il fait ça parce que lui, il souhaite qu'on se reproduise. C'est ça. Donc, en fait, plus on est sympa avec les autres et plus on est dans l'énergie de la communication, plus on a des chances de se reproduire. Et donc, dans le mot surf, c'est le U de ultra sympa. Donc, on a été passé en superwoman, on est en ultra sympa. Et ensuite, on passe dans la période prémenstruelle. Alors, la période prémenstruelle, il va y avoir 2 hormones à la manœuvre. Il va y avoir la progestérone. La progestérone, elle fonctionne un petit peu comme la pédale de frein du corps, parce que c'est l'hormone qui prépare à la grossesse, qui prépare à la gestation, progestérone. Et donc, celle-là, elle va nous inviter à nous reculer un petit peu dans notre grotte et puis surtout à ralentir le rythme pour accueillir peut-être la vie. Là, il n'y a plus aucun intérêt de bouger dans tous les sens parce que de toute manière, si fécondation il y a eu, c'est le moment de se reposer pour que ça puisse prendre. Donc le corps est très intelligent, il nous propose ça. Mais en même temps, on va continuer à sécréter des œstrogènes aussi dans cette période-là. Et on l'a dit, les œstrogènes fonctionnent comme la pédale d'accélérateur du corps. Et donc, imaginons que nous sommes en train de conduire une voiture et on appuie sur la pédale de frein et d'accélérateur de façon aléatoire. Parce qu'en plus, c'est pas distribué en continu. Donc, il y a des moments où on fait frein, accélérateur, accélérateur, frein, 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 accélérateur. Et donc, on se rend bien compte là que le mouvement est assez dérangeant, voire inconfortable. Et c'est la période où, moi j'aime bien dire qu'on est redoutable. Donc, c'est le R du mot surf, la période redoutable. Effectivement, on va voir tout ce qui ne va pas, on va avoir un œil critique sur les choses et on va être inconfortable potentiellement par rapport à ces mouvements de va-et-vient entre l'énergie et la baisse d'énergie. Donc on a vu Superwoman, ultra sympa, redoutable. Et le dernier, qui finalement est le début du cycle menstruel, qui est la période où toutes les hormones sexuelles sont au plus bas, puisque c'est ça qui va déclencher les règles. Et donc, dans cette période de règles, on est invité à se ressourcer, à se reposer. Et donc, on va avoir le F de fatigué pour cette dernière période, ou première ou dernière période du cycle. C'est l'avantage, c'est un cycle, ça tourne. Donc, je rappelle le mot surf, Superwoman, ultra sympa, redoutable et fatiguée. Alors ça, c'est bien sûr une caricature des énergies dans lesquelles on passe. Les tiennes, toi qui nous écoutes, peuvent être différentes parce que il y a des moments où dans la période de l'ovulation, on se sent plutôt redoutable, on peut se sentir fatigué dans la période redoutable. Bref, tout ça n'est qu'une caricature pour planter le décor. La question derrière, c'est qui suis-je moi dans ce cycle menstruel? Enfin, je trouve ça très, très pertinent ton approche, c'est de la reconnexion au corps, écouter ses propres ressentis parce que effectivement, des fois, on nous dit ah oui, mais dans cette période-là de ton cycle, tu vas être fatigué. Je dis oui, mais moi, je me reconnais pas dans ce descriptif-là. Au contraire, je pète plutôt la forme. Il y a un truc qui cloche chez moi, ça va pas. Enfin, ça nous donne l'impression finalement que quelqu'un nous dit c'est comme ça que tu dois fonctionner. Et ce que tu ressens, ben non, c'est faux, ne l'écoute pas. Et j'aime bien ton approche parce qu'au contraire, c'est vraiment pars de toi. C'est quoi écoute ton ressenti et apprends à connaître ton cycle, comment toi tu fonctionnes, comment toi ton corps il fonctionne. Ça peut être fluctuant parce qu'il y a les événements extérieurs. Des fois, c'est une période où classiquement où on peut être fatigué et finalement il y a un challenge, il y a quelque chose d'extérieur qui nous booste et il y a d'autres hormones, l'adrénaline et autres qui vont prendre le relais et on va arriver à le vivre différemment. Mais c'est vraiment de la reconnexion à soi et à son corps. Et ce que j'aime bien, c'est que tu as partagé dans ton livre, tu parles des ambassadeurs. Tu parles d'écouter un petit peu ces signaux internes
Et moi, c'est quelque chose qui, effectivement, je pense que c'est finalement en t'ayant écouté que j'ai commencé à faire attention à moi et j'ai repéré, j'étais quelqu'un de très, j'allais dire de migraineuse. Et en fait, je suis une fausse migraineuse. C'est simplement que je n'entendais pas les signes de mon corps avant-coureur et que généralement, j'attendais qu'il me hurle aux oreilles, donc dans la tête, en l'occurrence, pour là dire, oula, peut-être lever le pied. Et finalement, je me suis rendu compte que moi, mes ambassadeurs, c'était la sensation de froid persistante. Je suis frileuse de base, mais quand j'arrivais à un niveau où j'avais vraiment très très froid, alors que j'étais pas censée vraiment, enfin, là en été, et quand je sors mon gros gilet et mon plaid, je dis non, il y a un problème. Ben, c'est le premier signal, mais que je n'entendais pas avant. Et j'aime bien cette notion d'apprendre à s'écouter en fait. Et c'est ce que tu mets en avant, je trouve. Bah, le corps, il commence toujours par chuchoter, puis parler un petit peu plus fort, et puis il finit par crier. Mais il y a très très souvent des signes avant-coureurs de tout ce qui se présente à nous, y compris des douleurs de règles, y compris même quand on a une pathologie, hein. Moi, j'ai des personnes avec qui j'en parle régulièrement, même de l'endométriose, qui ont commencé à se rendre compte des tout petits signaux qui précèdent. Et quand elles les écoutaient, bizarrement, ben, ça allait moins loin dans la douleur. Je suis pas en C'est train ça. de promettre qu'on va tout arrêter, mais ça allait moins loin dans la douleur. Et c'est une évidence, et c'est vrai que notre société ne nous invite pas à ça. C'est-à-dire que tant qu'on tient, tant qu'on supporte, eh bien, allez, un paracétamol, et puis c'est pas grave, allez. Et puis on a tous ces moyens d'endormir la douleur, alors qu'en réalité, déjà, une douleur, c'est toujours un signal qu'il se passe quelque chose. Une douleur, une gêne, une sensation, c'est exactement ce que tu dis. Moi, j'ai une gêne comme ça derrière le genou, mais je sais que celle-là, quand elle se réveille, c'est vraiment la fin de la fin. Il va falloir que j'écoute avant qu'il se passe quelque chose, parce que et c'est ça qui est intéressant. J'ai une petite boule aussi dans le dos qui se réveille. C'est pareil, elle n'est pas en soi douloureuse, mais elle est là. Elle se signale, elle me dit hé, hé. Et je l'ai fait analyser, il n'y a rien de grave, parce que forcément, quand on a Mm. une boule à un endroit, on se dit oh là là. Et non, c'est une boule de graisse. Et en réalité, c'est ça que j'appelle les ambassadeurs. C'est tous ces petits signaux qu'on peut avoir, ces petites douleurs. Moi, je me suis cassé le talon étant petite, et j'ai une douleur un petit peu comme ça, qui peut revenir, une douleur fantôme. Mm. Et bien, ces petites douleurs ou ces petites sensations-là nous invitent à revenir à l'intérieur de nous et à nous dire le corps est en train de chuchoter, que là, on a peut-être un peu tiré sur la corde. Et donc, ça va être le moment de l'écouter. De Et l'écouter. oui, enfin, ce qui est fou, c'est qu'on ait coupé le dialogue à ce point entre notre corps et nous, alors que notre corps est juste déjà toujours dans notre camp, contrairement à l'idée qu'on s'en fait. Même dans la maladie, il est avant tout en train d'essayer de retrouver l'équilibre pour la survie, et pas du tout en train d'essayer de nous mettre des bâtons dans les roues. Et je trouve que cette perception proposée classiquement au niveau sociétal de quelque chose qui serait, on devrait lutter contre soi, ou c'est ne pas comprendre les mécanismes du corps. Et même dans le cycle menstruel, quand le corps est souffrant et douloureux, il est en train d'essayer de retrouver un équilibre, et il est le symbole d'un déséquilibre. Et c'est ça qui nous propose de comprendre, c'est qu'il existe un déséquilibre et que lui, il est en train de ramer vraiment très fort, quoi. Ah, mais c'est cette fameuse phrase, enfin, moi je l'ai combien de fois ma mère me l'a répétée, combien de fois je l'ai entendue autour de moi, «Tu t'écoutes trop». Mais oui. Et en On plus, s'écoute c'est jamais c'est pas trop. possible de s'écouter trop, en plus. Non, ce qui est intéressant, en fait, c'est de faire la part des choses entre et ça, pour le coup, pour moi, c'est essentiel, parce que je travaille pour l'empowerment des femmes. Et Mmh. c'est vrai que si tous les matins, j'étais en train de faire le scan, de dire: «Ah, j'ai mal là, j'ai ça, j'ai ça, j'ai ça, j'ai ça», et du coup, je fais rien de ma vie parce que je me donne plein d'excuses de ce fait-là, oui, c'est un problème. Et c'est souvent dans ce sens-là, tu t'écoutes trop. Ouais. Ce qui est intéressant, c'est comment je peux m'écouter, me respecter, et en même temps que ce ne soit pas une excuse pour ne pas me réaliser. Et je pense que c'est là où l'équilibre, il est très ténu, parce que quand on commence à connaître son cycle, il y a certaines femmes qui quasiment deviennent inopérationnelles une semaine par mois, et, et ça pose un problème aussi pour l'empowerment potentiellement. Donc la question, c'est comment on peut trouver cet équilibre entre se respecter et en même temps réaliser les choses qu'on a envie de réaliser réellement, et se prendre dans cette dynamique-là. Et je pense que cet équilibre, on le trouve quand justement on s'écoute vraiment, que c'est plus le mental qui dit ah tu devrais être fatigué tel jour, etc. Et que au contraire, chaque jour on se pose la question de se dire ok, dans quelle énergie je suis aujourd'hui, là tout de suite, dans quelle Mmh. énergie je me sens, et que on répond sincèrement à cette question. Mais si on répond sincèrement à cette question,
on va se rendre compte que on n'est pas inopérationnel, on n'est pas dans cette incapacité d'être dans l'opérationnel, on a juste des temps où il va y avoir plus de besoin de repos et de recul et des temps où il va y avoir plus de besoin de réalisation et d'action. Et moi, j'aime bien dire que finalement, ces temps-là, c'est plutôt des temps d'interstice, c'est-à-dire comment on remplit ce qui n'est pas obligatoire. On est toujours compétente pour tout à tout moment, donc on peut faire tous les engagements qu'on a pris, on peut les réaliser, mais c'est entre les engagements pris qu'on peut avoir une énergie différente, à mon sens. Tout à fait. C'est s'écouter intelligemment, en fait. Alors justement, par rapport à ça, ce que j'aimerais bien voir avec toi, c'est si on fait le lien avec notre quotidien de parents, de maman en l'occurrence, comment est-ce que toi, tu utilises ta connaissance de tes cycles, de ton énergie fluctuante en fonction de ton cycle, dans ton quotidien de maman? Comment est-ce qu'on peut, dans ces différentes phases entre superwoman, ultra sympa, redoutable et fatiguée, comment on peut adapter notre façon d'être avec nos enfants, notre quotidien, le quotidien de parents, parce qu'il y a effectivement d'être avec nos enfants, mais il y a aussi toute la gestion à côté. Comment toi tu fais dans ton quotidien avec ta fille pour utiliser cette connaissance et ces niveaux d'énergie fluctuants? Alors je dirais que la toute première chose que je fais, c'est de communiquer dessus. C'est-à-dire que je communique en famille, alors pas quotidiennement, hein, mais dans les grandes masses ou quand il y en a besoin, faut être honnête, je suis pas une ayatollah. Mais on a un petit magnète en fait sur le réfrigérateur qui permet de dire chacun dans la famille dans quelle énergie on se sent. Donc ce qui fait qu'il n'y a pas que moi qui ai le droit de parler de mes fluctuations, mais que tout le monde peut parler de ses fluctuations. Donc ça, c'est déjà vraiment fun. Et puis donc communiquer en famille et donc avoir déjà un vocabulaire commun. Ça, c'est essentiel. C'est-à-dire que nous, c'est les positions sur la planche de surf, mais voilà. En tout cas, qu'on ait trouvé un vocabulaire commun facile, parce que pour communiquer dans le quotidien, si le vocabulaire n'est pas commun, ça rend plus complexe La compréhension. la transmission de l'information. Donc voilà, nous déjà, on a ce vocabulaire commun en famille depuis qu'Élise est toute petite, depuis que ma fille du coup est toute petite, de façon à ce que on puisse communiquer l'une l'autre et mon conjoint sur nos différentes énergies à chacun. Et puis, je dirais que la deuxième chose, c'est d'avoir abandonné la culpabilité de n'être pas toujours superwoman. Parce qu'en fait, j'acceptais très bien quand j'étais superwoman, quoique je vais en reparler. Mais le reste du temps, je nourrissais beaucoup de culpabilité et de regard critique sur moi dans les autres périodes. Donc déjà, la première chose, ça a été d'abandonner ça. Je dis que je vivais très bien superwoman, mais c'est pas tout à fait vrai pour être honnête, parce que en famille, je nourrissais aussi de la culpabilité dans Superwoman. Je vais aller au bout, comme quoi j'en avais partout, moi. Parce qu'en fait, comme je travaillais énormément dans cette période-là, notamment sur mon entreprise, j'avais l'impression d'être... Enfin, en fait, je visualisais ma fille comme un espèce de boulet accroché à mes 2 mollets qui m'empêchait d'avancer. Et donc, j'avais l'impression d'être la pire mère au monde en mode Superwoman, donc même quand j'avais de l'énergie. Il y avait que en mode ultra sympa où je me sentais plutôt une bonne mère. Et en même temps, j'arrivais quand même à culpabiliser parce que alors moi, en mode ultra sympa, ma fille peut m'emmener à faire des courses et peut obtenir à peu près tout de moi. Y compris, tu sais, le cerceau en plastique made in China horrible qui fait du bruit, qui est vendu à la caisse du magasin parce que tu regrettes dès le moment où tu arrives chez toi. Et donc, voilà, y compris ça, elle est tout à fait capable, je suis capable de faire « Ah oui, c'est trop mignon !» et donc de l'acheter. Et donc, même ça, j'arrive à culpabiliser d'avoir acheté des trucs complètement idiots qui sont complètement contre les valeurs de notre famille. Donc, c'est intéressant de voir qu'en réalité, moi, dans toutes ces fluctuations, je nourrissais beaucoup de culpabilité de tout ça, en réalité. Parce que, voilà, quand j'étais fatiguée, j'étais pas suffisamment présente pour ma fille. Quand j'étais redoutable, j'étais désagréable avec elle et je manquais de patience. Quand j'étais ultra sympa, bon, ça allait quand même à peu près, mais j'étais capable d'acheter des trucs qu'il fallait pas acheter. Et puis de dire oui, il y a des choses que j'allais regretter derrière, donc du coup, ça allait pas non plus. Et puis, en mode superwoman, effectivement, j'avais juste envie qu'elle disparaisse de ma vie. Le nombre de fois où je me suis dit, je voudrais que ce soit la semaine sans enfant. Bon, nous, on n'est pas séparés, donc je peux pas l'envoyer chez son père, ça marcherait pas. Mais j'ai vraiment rêvé de ça, juste pour pouvoir travailler. Et donc, ce qui était intéressant, c'est qu'en tant que maman, j'ai beaucoup nourri de culpabilité par rapport à tout ça. Et du coup, quand j'ai tout renversé,
Mais je me suis rendu compte que en mode superwoman, je suis en train de travailler énormément dans mon entreprise, ce qui va me permettre de libérer du temps potentiellement pour quand je vais être dans une Ouais. période ultra sympa, pour vraiment dire allez non c'est bon, ce mercredi après-midi je la mets pas au centre de loisirs, je prends du temps avec elle, on se prend un temps ensemble, etc. Et nourrir ces relations-là. Quand je suis dans le mode redoutable, en fait, j'ai aussi cette grande capacité à faire le ménage par exemple dans la maison, Mmh. parce que la progestérone faisant diminuer notre immunité, elle nous amène à vouloir faire le ménage. Mais du coup, je fais le ménage et maintenant que j'ai compris, j'ai arrêté de faire le ménage en râlant contre la famille entière. Je fais le ménage en mettant Beyoncé, dans les oreilles à fond et en chantant comme une folle et du coup, ça met aussi un bon esprit dans la famille malgré tout. Tu vois, j'ai compris tous les l'autre facette Le de chaque message, en pièce, fait. voilà, Ouais. tu vois? Et puis, en mode fatigué, oui, je suis fatiguée, mais j'ai aussi beaucoup plus de patience. Vraiment, moi, quand je suis, posée sur ma quand j'ai mes règles, en fait, je suis très, très patiente et du coup, ma fille, je lui crée des espaces pour qu'elle puisse aussi faire des choses et se réaliser en dehors de moi et par exemple, quand je suis fatiguée, elle adore, faire des pizzas. Mais alors elle les fait en toute Mmh. autonomie. Moi, je suis posée sur une chaise à l'autre bout de la cuisine, j'attends qu'elle me dise: «C'est prêt à être enfourné» parce C'est qu'elle bon, les vas-y, enfournait mets au pas four. encore toute seule. Et en fait, elle est tellement fière d'avoir fait sa part, voyant Ouais. que moi, c'est une période où je suis plutôt fatiguée, et cetera. Elle est tellement fière de nous offrir quelque part sa réalisation et cette pizza, que je me dis: «Mais en fait, c'est ça». C'est-à-dire être variante, c'est aussi créer des espaces pour les uns et les autres. Tout à Quand fait. je suis fatiguée, par exemple, le week-end, si mon conjoint, lui, il est en forme, souvent, il emmène ma fille faire quelque chose à l'extérieur. Comme ça, moi, je me repose. Et il crée une magnifique relation père-fille aussi, parce que je suis pas tout le temps là. Ouais, mais c'est ce que tu disais effectivement, c'est du coup, ces cycles permettent de créer des interstices où il peut y avoir, différents moments qui peuvent s'enchaîner où effectivement ta fille peut exprimer, enfin, faire sa part entre guillemets et ressentir la fierté de participer activement, de laisser une place au conjoint aussi, de partager un moment en tête à tête aussi, avec votre fille. Enfin, si je fais le parallèle, c'est ce que je disais en off avant qu'on ne débute l'épisode. Effectivement, moi, mes enfants donc connaissent, même mon plus jeune qui va avoir 4 ans, ils savent ce que sont les règles, ils savent que je effectivement qu'il y a des périodes où je vais perdre du sang. Donc au début, ça les choquait un petit peu et j'ai expliqué tout de suite qu'effectivement, c'était juste parce qu'il y avait pas de bébé, ce mois-ci et que c'est pas prévu au programme. Et ils le savent et c'est ce que je t'ai expliqué, c'est qu'effectivement, c'est à ce moment-là, je suis en mode off et donc quand ça tombe sur les mercredis où je suis avec mes enfants, eux, ils sont ravis parce qu'ils savent que ça veut dire popcorn et film, film l'après-midi et qu'on se fait ce petit moment cocooning tous les 4 dans le canapé le mercredi après-midi, voilà, popcorn et film Disney et c'est royal et effectivement, c'est pas tous les mercredis, c'est pas tout le temps, ça crée ces espaces, de moments où on peut, voilà, créer des choses, en famille, et je trouve ça hyper intéressant et moi, effectivement, je prône, sur mercredi et sur ce podcast, la déculpabilisation. Enfin, voilà, c'est vraiment quelque chose qui me tient vraiment à cœur parce que la culpabilité, j'ai l'impression que déjà d'une, les femmes, nous, on est déjà bien servies niveau culpabilité. Dans la maternité, mais alors ça en remet une couche, plus et j'ai plus aucune culpabilité maintenant le mercredi de dire: «Bah ouais, ouais, c'est film popcorn et on y va à la cool. Bah non, on n'a pas fait d'activité, non, on n'est pas sortis dehors, j'ai pas été au parc, j'ai pas fait de sortie non et c'est OK et en tout cas, en ce qui me concerne, d'avoir appris à connaître comment fonctionne mon cycle, ça m'a permis aussi de me sortir de cette culpabilité un peu et de voir que les choses effectivement, non, je ne suis pas toujours une mère qui colle ses enfants devant la télé avec les pop-corn. Non, c'est cyclique. C'est exactement ça. Puis moi, je suis même allée, l'étage, on va dire, plus loin, parce que là, tu mets télé, popcorn, mais moi, du coup, dans ces moments-là, je peux même faire, rien. Mmh. Et alors ma fille vient me voir 2, 3 fois: «Maman, je m'ennuie». Bah, je comprends, mais là, moi, non. Ouais. Et en fait, je mets même plus, parfois je le fais, hein, parfois je mets un film et cetera, mais souvent, maintenant je mets même plus rien parce qu'en fait, je sais qu'elle va venir 2, 3 fois me voir en me disant: «Je m'ennuie, c'est pas drôle, en plus je suis une fille unique, tu pas voulu que j'ai des frères et sœurs et tout» et puis et en fait, au bout de 15 minutes à peu près, je l'entends plus
Et puis si je devais passer la tête dans sa chambre, elle est en train de faire un truc où elle a trouvé quelque part un espace pour elle aussi. Et Mais je pense que c'est aussi ça, dans lâcher la culpabilité, c'est de se rendre compte qu'en n'investissant pas toutes les périodes de la vie de nos enfants telles qu'ils nous le sollicitent dans les 5 premières minutes, on leur crée la possibilité qu'il se passe des choses complètement dingues, que ça soit, qu'elles se prennent en main pour, contacter, en morse ou je ne sais comment elle fait, les petites voisines ou que ce soit qu'elles-mêmes, se mettent à jouer, à écrire, à lire des choses et cetera. Et je pense que c'est aussi ça, c'est de créer des espaces réellement, où tout est possible pour eux et où ils peuvent recréer quelque chose. Et je crois que la culpabilité nous amène à les priver de ces moments-là. tout à fait. Et c'est surtout Et alors, c'est parfois complexe, hein, parce que, bah, oui, moi aussi, je nourris parfois la culpabilité d'en avoir fait qu'une. J'ai des copines qui, disent: «Oui, mais dans ces moments-là, ils se tapent dessus, les enfants, parce qu'il y en a plusieurs et donc il y a une autre culpabilité» et cetera. c'est ça. Bah, oui, et en même temps, il y a peut-être quelque chose à parler de ce qui est en train de se passer, des fluctuations. Puis surtout, moi, ce que j'ai envie de dire, c'est qu'on leur fait un cadeau énorme de leur montrer qu'on est fluctuante, parce que derrière, c'est ce qui va leur permettre à eux et à elles de se construire en sachant que la vie, c'est pas qu'on est des robots, c'est qu'on est des êtres vivants dans lesquels on a des énergies qui changent. Et moi, je pense qu'en une génération, on peut changer le paradigme. Parce que si toutes les mamans se mettent à accepter d'elles-mêmes qu'elles sont fluctuantes, que les papas s'y autorisent aussi parce qu'ils Aussi? le sont tout autant que nous, Oui. eh bien, on va faire des générations d'enfants qui vont trouver ça logique de se respecter. Et c'est vrai que, tu vois, moi, je parlais des tâches ménagères il y a pas longtemps à ma fille qui me disait: «Ah, mais chez mamie, on a un tableau, ça serait bien de faire le tableau, comme ça, on sait, et cetera». Je lui disais: «Bah, tu sais, nous, dans notre famille, on a fait un autre choix, qui est un choix de se dire dans quelle énergie je suis aujourd'hui et qu'est-ce que je peux apporter Mmh. à la communauté aujourd'hui». Et donc, bah, tu le vois, il y a des jours où, papa va faire à manger, le midi et le soir et puis peut-être le lendemain midi et peut-être le lendemain soir. Et puis il y a d'autres moments où c'est moi qui vais faire ça. Puis donc on a fait un choix dans notre famille de se dire que chacun contribue à la hauteur de l'énergie et de la possibilité qu'il a, du mieux qu'il peut. Et c'est vrai que c'est un choix familial qui fait que, bah, il y a pas de tableau des tâches, de choses comme ça, mais qui permet aussi à chacun d'exprimer ses besoins, ses envies et de temps en temps de dire: «Bah, moi, je trouve ça pas juste ce qui est en train de se passer, j'ai l'impression d'en prendre plus que les autres», et donc de le parler, plutôt que de le distribuer. Alors je dis surtout pas que c'est un modèle, applicable partout, je dis surtout pas que, mais même avec un tableau des tâches, on peut très bien aussi avoir cette expression de dire: «Beh, voilà, moi là, je me sens plus, dans une énergie, fatiguée à ce moment-là. Est-ce qu'il serait possible que quelqu'un d'autre les récupère? Parce qu'à un moment, je vais avoir plus d'énergie où je peux récupérer les tâches». Et voilà, je milite pour cette possibilité de faire en sorte d'exprimer nos besoins. Puis parfois, alors parfois, on peut être tous fatigués en même temps dans une famille. Ça, c'est aussi la réalité. Et Oui. ça, voilà. Et donc, dans ces situations où on est tous fatigués en même temps, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on se parle peut-être de comment on peut accepter qu'il y ait des trucs qui ne soient pas faits. C'est ça. Donc nous, c'est le cas parfois. Il arrive qu'il y ait une journée où bah, voilà, la vaisselle s'entasse un petit peu, bah, c'est comme ça. Mais tout le monde est en énergie assez basse et donc bah, tant pis. Ou alors, bah, voilà, la fameuse pizza ou les pâtes. Hein, moi, c'est ce que je dis souvent, mais aucun enfant n'est jamais mort d'avoir mangé des pâtes 2 repas de suite. Donc D'accord. même si c'est pas du tout l'esprit habituel de notre famille, ça peut arriver. Et voilà, c'est l'idée de se dire comment on peut tous se respecter et ne pas non plus imposer en tant que personne cyclique et ayant notre cycle menstruel, imposer à la famille de contrebalancer ce qu'on vit. Mmh. C'est pas parce que moi, je me sens, fatiguée, qu'il faudrait absolument que les autres, soient capables de compenser. Tu vois? Ouais, J'ai complètement. l'habitude de dire: «Je souhaite que le cycle menstruel ne devienne pas le terroriste de la famille». C'est-à-dire que tout le monde ne soit pas au garde à vous du cycle menstruel de madame, tu vois? Mais c'est même enfin, je plus sois complètement dans le sens où, effectivement, c'est écouter, c'est, favoriser la communication au sein de la famille, de tous les membres de la famille. C'est ça permet aussi justement aux hommes de la famille de voir qu'eux aussi sont fluctuants, qu'eux aussi sont cycliques et c'est de faire coïncider autant que possible les cycles de chacun en écoutant, en interrogeant le niveau d'énergie de chacun. On peut être effectivement, complémentaire à un moment donné où mais monsieur aura plus d'énergie que madame à ce moment-là et donc prendre un petit peu plus et ça et la vapeur va s'inverser à un moment donné. Moi, ce que j'aime beaucoup dans ce que tu dis, c'est justement, c'est d'encourager tous les membres de la famille
de communiquer sur quel est son état d'énergie, quel est ce qu'il peut faire et pas faire. Je suis comme toi, je suis pas pour les tableaux de répartition des tâches. Si, je suis pour le tableau de répartition des tâches pour apprendre aux enfants à se responsabiliser, mais il est pas fixe, il est au jour le jour. Tiens, bah aujourd'hui, tu veux faire l'aspirateur, tu veux faire la table, tu veux débarrasser la table, mais c'est pas quelque chose effectivement de figé, parce que le figé, ça veut dire qu'effectivement, on revient au système linéaire, on est toujours capable de faire ci, de faire ça, alors qu'au contraire, d'interroger le niveau de chacun, de prendre cette habitude de communiquer, je trouve ça ne peut être que positif. En tout cas, ça c'est ma vision qu'a priori je partage avec toi dessus. C'est ça et puis à mon sens, du coup, si on fait ça, ça veut dire que notre niveau bas d'énergie ne peut pas être une excuse. Il ne peut être qu'une échéance et pour moi, il y a une différence énorme. Est-ce que dans la vie, on a des excuses ou est-ce qu'on a des échéances? Si on a des excuses, c'est-à-dire qu'on abandonne la chose. «Ah désolé, je peux pas aujourd'hui, je peux» voilà. Si on a une échéance, c'est: «Aujourd'hui, non. Par contre, est-ce que c'est OK pour toi demain?» Et ça, c'est une très grande différence et pour moi, avoir des excuses, c'est se laisser quelque part glisser dans un truc où on fait peut-être de moins en moins et au final, alors que mettre des échéances en disant: «Ce serait beaucoup plus écologique pour moi si c'était dans 2 ou 3 jours», là, pour le coup, c'est écologique pour tout le monde parce que, voilà, moi, par exemple, là, aujourd'hui, j'ai une échéance pour mon linge. C'est-à-dire qu'il aurait dû être fait ce week-end. On enregistre, on est lundi et ce week-end, j'ai regardé mon tas de linge et je me suis dit: «Ah non» et donc lui et moi, on s'est donné une échéance. Donc je me suis dit qu'il serait fait pour mercredi et en fait, c'est ça, c'est la différence entre je me suis donné une échéance Ouais. et c'est: «Oh non, mais il y a rien» et du coup, je nourris de la C'est ça. culpabilité et cetera. Voilà. C'est ça, finalement, c'est ça, c'est apprendre à s'écouter, ne pas se trouver des excuses comme tu le dis justement, mais effectivement apprendre à s'écouter et puis OK, on reporte, on nivelle un petit peu. Moi, je parle beaucoup du rechercher le compromis dans la coopération avec l'enfant. En fait, c'est le rechercher le compromis aussi avec soi-même, avec les autres membres de la famille, en fonction d'effectivement de où on en est, comment on se sent, et je trouve ça, Oui, puis c'est aussi repérer nos zones de surperformance parce que, par exemple, je parlais du ménage tout à l'heure. Ça serait vraiment dommage de louper les jours où je suis vraiment capable de faire la tornade, c'est la tornade blanche. On en rigole parce que il y a une dame qui vient nous aider aussi à faire le ménage et en fait, la semaine dernière, je crois que c'était la semaine dernière, ouais, j'ai fait le ménage en même temps qu'elle et elle me dit: «Ah oui, ça dépote quand même quand vous vous y mettez». Parce qu'on fait pas les mêmes choses, ce que je lui oui. demande de faire, c'est justement ce que je ne fais pas et vice versa. Et en fait, c'est intéressant, c'est que oui, dans ces moments-là, je suis vraiment capable de remettre à blanc la maison, en même pas une demi-journée, enfin en quelques heures. Donc en fait, ce qui est intéressant, c'est aussi comment je suis sûre que ce moment-là va arriver et donc je peux m'autoriser que ça dérape un tout petit peu plus à certains moments parce que je sais que là, je vais être capable de remettre à blanc ce qui désespère mon conjoint qui lui serait plutôt du quotidien, à ranger les choses et cetera. Et moi, j'ai vraiment cette fonctionnement vague et le savoir, c'est aussi, dire: «Bah oui, je suis comme ça. Alors, puisque ça le désespère, comment faisons-nous pour répondre malgré tout Mmh. à ses besoins à lui?» mais aussi, pour, utiliser cette surperformance que je peux avoir à certains moments. Par exemple, les tâches administratives, rapides pour les comment ça s'appelle? Tout ce qui est inscription, machin et cetera. Moi, je sais qu'en mode superwoman, je te fais ça avec un podcast dans les oreilles, à fond, le sourire, en étant joyeuse et cetera. Mais tout ce qui peut attendre, j'ai une petite pile là qui est là et tout ce qui peut attendre, ça attend que je sois dans cette Sans moi. période-là parce que je sais que je vais le faire très, très vite. Bon après, il y a des trucs qui peuvent pas attendre parce que si on s'inscrit pas tel jour à telle heure, c'est foutu. Mais Raté. mais tout ce qui peut attendre, attend cette période-là et c'est ça qui est intéressant, c'est de dire, sans moi, je fais pas partie des personnes qui programment leur vie en fonction de leur cycle menstruel. Déjà, le mien, il est pas prévisible, donc je peux pas programmer Mmh. et puis je pense que ça, c'est redonner la main au cerveau, à notre mental, finalement, qui reprend le contrôle, alors que c'est pas, comment je me sens aujourd'hui. Mais par C'est pas contre, au écouté. contraire, comme il y a des petites choses comme ça que je laisse un peu traîner de temps en temps, quand je sens que c'est le moment de le faire, par contre, je me pose pas une demi-seconde la question et j'y vais à C'est fond go. et je dépote, tout le truc, quoi. Finalement, de ce que tu dis, c'est aussi, regagner confiance en soi, en sa capacité de pouvoir faire à un moment donné. Enfin, tu confiance dans le fait que oui, il y a un moment donné où tu pourras le faire. Mais c'est Hem, exactement ça. Mais comme, de la même façon avec le fait d'avoir les petits copains et copines à la maison et cetera. Moi, en plus, effectivement, je suis cyclique, mais j'ai en plus une maladie chronique, hein, donc je vais vraiment avoir des périodes de fatigue chronique
très, très fortes, dans lesquelles alors mon conjoint est beaucoup, basé sur la notion de réciprocité. Si on a accueilli les enfants, si nos enfants ont été accueillis, il faut les accueillir et cetera et donc c'est un peu le un pour un et parfois je dis: «Non mais je peux pas en fait, c'est juste non quoi, en fait, non, il y a pas 3 gamins qui courent dans cette maison cet après-midi, c'est pas possible» et en fait, ce qui est intéressant, c'est que justement, je sais que notamment dans les périodes où je vais être en mode ultra sympa, je vais même pouvoir accueillir, toute la palanquée quoi. Enfin, tu sais, je vais Mmh. pouvoir aller en chercher et cetera et donc en fait je sais que je vais avoir cette capacité à faire des trucs fun avec eux dans ces périodes-là et tout. Et donc, je m'autorise complètement à ce que ce soit pas du temps pour temps à l'instant, mais que quand l'énergie va monter suffisamment pour être là-dedans, alors là, pour le coup, et là, je vais pas lâcher, c'est-à-dire, je vais envoyer des textos à tous les parents en mode est-ce que demain, etc. Parce que, en fait, c'est ça, je crois que c'est. Et oui, la même personne, moi, sans avoir perdu confiance en moi, va pouvoir se retrouver à faire la loc sur un canapé tout un week-end et en même temps va pouvoir se retrouver à dire allez on embarque, on va faire un pique-nique, on fait un truc, etc. C'est la même personne et dans les deux cas, je continue d'avoir confiance en moi et c'est ça en fait. Dans les deux cas, je me rends compte que je nourris quelque chose de positif. C'est-à-dire que quand je fais la log sur le canapé, bah, je prends aussi soin de moi, je me ressource, j'évite un potentiel burn-out, je crée des espaces pour le reste de la famille, il se passe des choses. Et puis quand je suis à fond et que je crée voilà, des actions, des réalisations, bah, je crée aussi plein de choses. Et les deux sont positives. Et je crois que c'est ça que j'enseigne le plus dans Kiffe ton cycle, c'est d'arrêter de penser qu'il y a des parties de soi où on est bien. Genre la moitié du temps, je suis bien et la moitié du temps, je suis pas bien. Ben non. Parce que quand je me ressource, quand je prends du recul, ben je crée aussi les conditions d'une vie dans lesquelles je m'éclate. Mmh. Parce que se ressourcer, c'est la base de la vie, hein. La nature se ressource en hiver et c'est pas pour rien. Mmh. Et tout le vivant est basé sur des périodes de ressourcement. Et puis, en même temps, voilà, même le regard critique que je peux avoir quand je suis redoutable, en fait, ce regard critique en période prémenstruelle, il me montre comment vivre une vie dans mes baskets et pas à côté de mes pompes. Mmh. Et donc, oui, parfois, ça va sortir d'une façon que j'aurais pas aimé que ça sorte. Bon, bah, j'apprends à m'excuser, j'apprends à en reparler, mais ce qui sort est vrai. C'est-à-dire que si j'en ai ras-le-bol de ramasser les chaussettes sales partout, je ne sais quoi, certes, ça va sortir un peu. Alors en Bretagne, on dit en distribile, c'est-à-dire en bazar, comme ça sort plus fort que je ne le voudrais. Mais ce qui sort est vrai. Mmh. Et ce qui est intéressant, c'est de permettre aussi de conscientiser que cette partie de notre vie, elle nous sert à ne pas nous dire à 80 ans «Oh, j'ai vécu une vie complètement à côté de mes pompes parce que j'ai passé toute ma vie à collecter des choses qui m'allaient pas sans jamais les sortir». Bah, dans la période prémenstruelle, ils sortent. Ce qui est On libère. intéressant, c'est de se dire comment je peux avoir moins de choses qui sortent en Ah faisant en oui. sorte que tout au long du cycle menstruel, je ne collecte pas des choses qui ne me conviennent pas. Tu vois? Et je crois que c'est ça aussi dans la vie de maman, c'est que moi, j'ai vraiment appris, l'hygiène, émotionnelle quelque part. C'est-à-dire, comment au quotidien déverser ma hotte, hem, avec le plus de bienveillance possible, plutôt que d'attendre que la cocotte minute explose et que je déverse toute ma hotte de tous mes cailloux collectés, tu vois? Ah oui, Alors d'accord. parfois, mon conjoint me dit: «Ah oui, mais toi, tu es tout le temps en train de dire ce qui va pas et tout». Je dis: «Bah ouais, mais je le dis au fur et à mesure et ça évite que ça sorte aussi C'est ça. en grosse, vague, au moment de la période prémenstruelle». Donc c'est aussi ça l'hygiène, émotionnelle. Ah mais complètement, enfin le je ne peux que être d'accord. Pour moi, dès lors qu'on apprend à la communication, c'est parler des ressentis internes, ça ne peut être que bénéfique parce que l'autre, il a sa propre perception des choses, il peut pas deviner, il est pas dans notre tête, il comprend pas comment on fonctionne. Donc forcément, si on comme tu dis, enfin voilà, je veux dire, il y a rien de pire qu'une cocotte minute. Des fois, ça explose de dire: «Mais pourquoi?» Enfin, c'est tellement anodin. Moi, mes parents étaient effectivement du type cocotte minute. Je comprenais pas enfant, je comprenais pas ce qui se passait juste parce que, bah, cette fois-ci, oui, effectivement, j'avais pas mis mes baskets rangées à leur place. Pourquoi ça se déchaînait comme ça? Alors que, bah, de communiquer moi, je suis très basée dessus, c'est voilà, parler de ses besoins, parler de ses valeurs, pour les faire entendre. Ça veut pas dire de les imposer, de la même façon où, entendre les émotions de son enfant, ça veut pas dire d'accepter tous ses besoins et d'y répondre et de tout faire pour. Non, 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 non. C'est, bah, moi, mon besoin, c'est ça, toi, ton besoin, c'est ça, bah, comment on fait pour trouver le juste milieu? Je parle de ma fille, je dis: «Bah, toi, tu veux me faire venir ici, moi, je vais te faire venir là». Ben, non, ça marche pas. Faut qu'on fasse chacune un pas, l'une vers l'autre, on trouve le compromis et non, non, c'est effectivement pour moi c'est la base et si effectivement on attend la période redoutable pour, sortir tout ce qu'on a sur le cœur,
ça sort effectivement, mais pas toujours de la bonne façon. Alors que si on communique tout le long, bah, c'est quand même un peu plus serein pour tout le monde, quoi. Puis après, ce qui peut être aussi super quand même important à comprendre, c'est que justement, si on a des accès de colère phénoménaux, par exemple, dans la période redoutable, eh bien, il est possible qu'on ait un déséquilibre hormonal, tout simplement. Le syndrome prémenstruel, à l'origine de ce syndrome prémenstruel, il peut y avoir ce qu'on a collecté tout au long du mois. En fait, on ne sait pas quel est l'œuf et la poule, hein. Entre les hormones et la psychologie, je vais être très très claire, on ne sait pas. Ce qui fait qu'on a plein de portes d'entrée différentes pour entrer. Et donc, se dire aussi que ce n'est pas normal. C'est-à-dire que c'est ça, notre société a normalisé 2 choses qui, à mon sens, sont terrifiantes. Les douleurs et le fait de devenir un espèce de monstre gobant toute la famille, terrifiant tout le monde, Godzilla. Et c'est finalement assez normalisé dans la société. C'est-à-dire qu'on s'est moqué, mais c'est normalisé. Et en fait, je tiens à dire que non, déjà, c'est pas normal, hein, vraiment. Autant avoir ce qu'on nous on appelle la petite journée Calimero, où je me dis, oh là là, j'arriverai à rien dans la vie, tout ça. Bon, ça fait partie d'un cycle normal, en réalité. C'est parce que c'est les remises en question positives, je dirais, d'un cycle normal. Autant se transformer en un monstre terrifiant qui terrifie toute la famille, nous y compris, qui abîme les relations, qui nous met à mal, ben, ce n'est pas normal. Et c'est le symbole d'un déséquilibre hormonal entre oestrogène et progestérone dont je parlais tout à l'heure. Et ça peut être rééquilibré. Nous, on a créé un programme qui s'appelle Kiffe ton syndrome prémenstruel, qui a pour but de permettre de rééquilibrer justement ce différentiel hormonal. Donc, il faut aussi se dire que parfois, certaines atteintes du cycle, et notamment celles-là, sont liées à des déséquilibres psychologiques. Et donc, une fois qu'on arrive à les résoudre, bah, ça peut aider les choses. Alors, juste une info super importante, notamment quand on est en famille, sur cette période prémenstruelle. Quelques jours avant les règles, notre corps, il est informé que ça y est, le niveau de progestérone est en train de descendre, et donc la grossesse n'a pas abouti. Lui, c'est son seul but dans la vie, hein, c'est de survivre et de se reproduire. Même si c'est pas le nôtre, hein. Moi, j'ai une ligature des trompes, puis que mon corps continue à espérer, quoi. Bon, il a pas compris le message. Il a pas compris le concept. J'ai beau essayer de l'expliquer tous les mois, il a pas compris. Donc voilà, lui, ce qu'il veut, c'est survivre et se reproduire. Et donc, quand il est informé quelques jours avant les règles qu'il y a cette baisse de progestérone et donc le projet de grossesse n'a pas abouti, eh bien en fait, il y a une des hypothèses, alors qui n'a pas été très aboutie au niveau scientifique, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'argent là-dessus, mais quand même qui est, je trouve, intéressante, qui est que à ce moment-là, nos cellules se disent avec cette personne-là, ça fait pas déjà plusieurs fois que ça marche pas. Peut-être que ça serait pas le bon. Et donc, bizarrement, cette réalité biologique correspond à une réalité de terrain qui est qu'on est quand même nombreuses à vouloir mettre les valises de chéri tous les mois sur le pas de la porte. sur le pas de la porte, hein. Et d'ailleurs de chéri ou de chéri IE, parce que ça marche aussi dans les couples homosexuels, ce qui est encore plus drôle. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que voilà, il pourrait y avoir à l'origine de ça juste une réaction biologique du corps qui se dit non mais c'est totalement infertile avec cette personne-là, on laisse tomber. Laisse tomber. Et ce qui est intéressant, c'est qu'une fois qu'on sait ça, on dédramatise ce moment-là. Parce que alors moi, je faisais partie des personnes qui, par exemple, tous les mois, allaient regarder les petites annonces des appartements dans ma ville pour me prendre un appart. Et tous les mois, 3 jours avant mes règles, je faisais ça. J'allais voir les petites annonces et je regardais le prix des loyers, etc. parce que je voudrais pas changer ma fille d'école, etc. Donc, juste attendre quelques jours, voilà, voir si ça persiste ou pas. Voilà, ce qui est très intéressant, c'est que, bah voilà, effectivement, 3-4 jours après, j'étais en mode, oh, mais c'est le chéri le plus génial du monde, j'ai trop de chance de vivre avec lui. Donc, en fait, juste avoir cette information-là, le savoir, fait qu'aujourd'hui, tu sais qu'il m'arrive encore d'aller regarder les petites annonces encore aujourd'hui. Parce que je me persuade toujours du truc, j'oublie, tu sais, pendant... Et puis au bout de 10-15 minutes, je me dis, Gaëlle, t'arrêtes là, parce que... Donc voilà, ce qui est intéressant, où je recommence à m'écharper avec lui pour un rien, vraiment à le choper au callback pour un rien. Et puis au bout d'un moment, je me dis, Gaëlle, là, peut-être c'est pas très cool ce que tu es en train de faire, parce que ça n'a rien à voir avec la réalité, tu le cherches pour rien. Et je crois que c'est ça, en fait, ce que nous amène la connaissance et la conscience de ça, c'est une forme d'autodérision. C'est-à-dire qu'à un moment, ça fait comme un clapet à l'intérieur de moi, et je me mets à rigoler de la situation et je me dis non mais t'es parti dans ton délire là, c'était le pire du monde, il avait tous les défauts possibles et imaginables. Et voilà, et quelque part au fond de moi, quand je suis sincère, je sais que c'est faux.
Je sais que là, je suis en train de lui mettre sur son compte des trucs qui sont pas justes en réalité. Et donc, voilà, je me dis, bon, bah voilà, mes cellules sont juste pas contentes, c'est infertile, il y est pas pour grand-chose, le pauvre, il aurait bien aimé, et c'est moi qui ai fait la ligature des trompes, donc on va pas en plus le mettre sur le palier à cause de ça. Donc voilà, mais je trouve qu'il y a aussi beaucoup dans cette connaissance de capacité d'autodérision, de regard sur soi, de position méta, c'est-à-dire se voir faire et juste s'accueillir comme on est et en rire avec soi-même et en rire avec les autres. Et je pense que c'est ça aussi qui pourrait mettre beaucoup plus de fluidité dans les choses plutôt que de se dézinguer les uns les autres. Par exemple, mon conjoint ne va jamais me dire quelque chose de rabaissant dans ces périodes-là. Parce qu'il sait que même si effectivement il y a une part hormonale, ce que j'exprime est sur le moment quelque chose de l'ordre du malaise et il accueille aussi ça. Donc il y a aussi ça, il y a le respect, c'est-à-dire une fois que je connais ces informations-là, comment je fais avec moi-même, comment je peux permettre aux autres de ne pas le subir, comment je peux m'excuser quand je suis allée trop loin, mais comment aussi je refuse que les autres me rabaissent du fait de ces fluctuations. De limiter ça, c'est un équilibre complexe, mais il est essentiel à mon sens. Ah, complètement. Merci beaucoup, en tout cas, Gaëlle, cet échange, parce que c'était vraiment, je trouve, en tout cas pour moi, très instructif. Et je pense que ce sera la même chose pour celles et ceux qui écouteront l'épisode. Mais c'était vraiment, je trouve ça vraiment très intéressant, réapprendre cette reconnexion à soi. Et tous les liens, je mettrai tous les liens dont tu as parlé, des différents programmes que tu proposes pour effectivement aller encore un peu plus loin, nettement plus loin en tout cas, dans la connaissance de soi, de son cycle et mieux vivre tout ça. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux. C'est facile, sur votre réseau social préféré. On est partout. Vous cherchez Kiffe ton cycle et vous allez forcément nous trouver. Donc, c'est vrai que n'hésitez pas à creuser un peu le sujet. On essaye d'apporter énormément d'informations sur nos réseaux sociaux. Donc. Merci beaucoup en tout cas, Gaëlle, pour tout ce que tu fais, tout ce que tu partages, parce que je trouve ce message vraiment important, comme tu le disais. Si aujourd'hui, nous, on change, ça fera que la génération de demain sera nettement mieux informée, que l'aspect cyclique de l'être humain sera connu, accepté, respecté, et ça permettra à beaucoup de monde quand même de mieux vivre, tout simplement, quoi. Tout simplement. Merci Maud d'avoir mis ça en lumière aujourd'hui. Merci beaucoup Gaëlle. À bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. Tu retrouveras les liens mentionnés en description de l'épisode ou bien dans sa retranscription sur le site merrecredi.com. Si tu as aimé cet épisode, s'il t'a été utile, je t'invite à le partager, à en parler autour de toi. Ou, si le cœur t'en dit, de me laisser un commentaire et une note de 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify. Cela me permet de faire connaître le podcast et m'encourage à progresser. Un grand merci à celles et ceux qui prennent le temps de le faire ou de m'envoyer un message privé si leur plateforme d'écoute ne le permet pas. Je te souhaite une excellente journée, après-midi, soirée, quel que soit le moment où tu écoutes et je te dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Ciao!